Bonjour à toutes et à tous, très heureux de vous retrouver pour une nouvelle session de chat vidéo du maire. Sans plus attendre, la première question. Bonsoir Monsieur le maire, bonsoir à tous. La première question nous est posée par David qui voudrait que vous lui expliquiez la différence entre l'application ParkNow et le PIAF. Une différence, on va dire, notable. Alors, bon, il y en a une en particulier qui va être assez claire. En fait, le PIAF, donc c'est une acquisition que vous faites auprès de la police municipale. Vous chargez pour un montant, alors 50, 100 euros, hein, le montant que vous voulez. Et puis, ça vous donne l'autorisation, quand vous venez vous stationner donc, en voirie, hein, sur des zones qui sont payantes, de pouvoir, c'est finalement comme un disque bleu. Vous le déclenchez au moment où vous quittez votre véhicule. Donc vous allez faire ce que vous avez à faire, et puis quand vous revenez, vous le renclenchez, c'est-à-dire vous l'éteignez, et le système décompte le nombre, enfin le temps passé, et donc le coût de votre stationnement directement sur l'appareil. Donc vous mettez ça sur votre pare-brise à l'intérieur, bien évidemment. Le principe de paiement par téléphone, c'est différent, c'est-à-dire qu'en fait, vous voulez stationner, je dirais, je ne sais pas, moi, pendant 1 heure en voirie aussi, toujours pareil, mais vous pouvez le faire aussi sur parking. Donc vous déclenchez à travers l'application le paiement, donc le paiement considéré, hein, par exemple, on va dire, je ne sais pas, 1 euro. Et puis, si vous apercevez éventuellement que vous avez besoin d'une demi-heure de plus, à distance, vous pouvez réincrémenter la valeur, le coût supplémentaire correspondant à la durée pour lesquels vous estimez rester sur ce stationnement. Donc voilà, c'est deux usages qui sont complètement différents. La question suivante est une question issue de la session précédente. Elle est posée par Tomasi. Où en est le projet de l'échangeur autoroutier? Va-t-il voir le jour? Écoutez, oui, je pense qu'il verra le jour. Aujourd'hui, nous avons signé il y a 3 semaines de ça, de mémoire, une convention entre le département, la communauté de communes de Mains-sur-Yèvre et puis la communauté, enfin l'agglomération de Bourges Plus, pour autoriser Vinci à faire les études préalables, les études on va dire de pertinence d'un deuxième échangeur. Donc là, ça va demander effectivement quelques temps. Entre autres, les études consistent essentiellement à mesurer les trafics, évidemment sur l'autoroute, mais aussi sur les différentes voiries et routes du département, pour mesurer quel pourrait être le besoin, et pour s'assurer qu'effectivement le besoin de deuxième sortie est pertinent. Alors une fois qu'on aura ce rapport, eh bien, on pourra effectivement enclencher toute la procédure. Donc il y aura beaucoup aussi d'études d'impact, hein, puisque dans le projet qui est grossier aujourd'hui, on va traverser des zones Natura 2000, donc ça c'est des contraintes de préétudes qu'il faut réaliser, puis les études réelles et la réalisation finalement des travaux. Donc voilà, c'est un projet qui, s'il va au bout, mais je pense qu'il y a de bonnes chances que ce soit le cas, devrait sortir entre 7 et 10 ans. La question suivante est posée par Sylvie. La rue Louis Mallet va-t-elle être réaménagée cette année? Oui, je confirme. En fait, elle va pas être réaménagée cette année. Elle va être réaménagée à la fois cette année et l'année prochaine. C'est la réalisation, ce sont des travaux qui vont s'étaler sur 2 exercices, exercice 2018 et exercice 2019, qui va consister, sans être rentré trop dans le détail, à réduire les vitesses pratiquées donc, sur cette voirie. Notamment, on va rétrécir donc, la largeur des voiries. Et puis en même temps, ça va nous permettre de faire des aménagements cyclables et d'agrandir la largeur des trottoirs qui sont encombrés aujourd'hui par les candélabres d'éclairage public. Donc voilà, une opération qui se partage en 2 temps, une partie sur 2018, une partie sur 2019. Une question d'Émile maintenant. Est-ce que la circulation pendant le printemps de Bourges va être impactée? Bah oui, bien évidemment, hein, ça fait 42 ans que la circulation est impactée sur des secteurs malgré tout qui sont assez limités. Hein. Je ne veux pas faire la liste exhaustive, mais on sait que la rampe Marceau est aménagée. On sait que la rue de Sérécourt va être fermée. Et puis l'accès aussi à travers, quand on vient du Pont d'Oron en direction du centre-ville, seront aussi régulés sur... comme c'est d'habitude, hein, il n'y a pas de nouveau là-dessus, sauf que
les systèmes de sécurité, je dirais, sont encore amplifiés par rapport à l'année précédente, qui avait vu un renforcement de ces systèmes de sécurité. Mais enfin, voilà, si vous voulez avoir un peu plus de détails sur la circulation pendant cette belle période du printemps de Bourges, je vous engage à aller sur le plan du site de la ville de Bourges ou alors sur la page Facebook. Et vous aurez donc toutes les informations sur les horaires de fermeture, les jours de fermeture, qui vont avoir lieu entre mardi et puis dimanche prochain. Une interrogation de Michel, qui a apprécié la présentation de l'état des finances de la ville que vous aviez donnée en janvier dernier et qui vous en remercie chaleureusement. Et il voudrait savoir si le contenu que vous avez présenté est disponible en ligne pour pouvoir le consulter à nouveau. Alors de mémoire, oui. On a dû le mettre, en tout cas je crois que c'était l'habitude, de le mettre en ligne sur le site internet de la ville de Bourges. Je m'assure que ça a bien été fait. Mais en tout cas, si ça vous intéresse, s'il n'était pas disponible sur le site, n'hésitez pas à m'envoyer un petit email et puis je vous ferai parvenir ce document en toute transparence. Alors, la question suivante est une question de la session précédente. Elle est posée par Silver. Nous sommes une grosse ville, mais nous n'avons pas un réseau de bus développé. J'ai des problèmes de santé. Je n'ai donc plus de permis. Je réside à Bourges, mais il n'y a pas de transport en commun pour ma part pour m'emmener à mon travail rue Barbès et même pour mon quotidien. Pensez-vous que cela peut changer ? Écoutez, d'abord, nous ne sommes pas une grosse ville, nous sommes une ville moyenne de 68 000 habitants, je le rappelle, donc ça c'est déjà un point. Deuxième point, le réseau de bus que met à disposition Aglobus sur l'ensemble de l'agglomération et des communes qui adhèrent au syndicat Aglobus a été revu et réfléchi de nouveau, mais en concertation, donc depuis... ça c'est une concertation qui a dû avoir lieu il y a à peu près 1 an et demi, de mémoire, 1 an et demi à 2 ans. Justement par rapport à un avant-projet que les services avaient mis à disposition. Et nous avons réalisé des ateliers, plusieurs sur Bourges et dans d'autres villes de l'agglomération. Alors j'en mémoire Trouy, Saint-Germain-du-Puy, Saint-Loup-le-Char et peut-être d'autres communes, ce qui a permis d'amender l'avant-projet que nous avons réalisé, de manière à ce qu'il rentre aussi dans l'enveloppe financière, évidemment, et puis qu'il desserve au mieux ce qui doit être desservi. Nous apportons des modifications chaque année en fonction des retours que nous avons. Là, en l'occurrence, après les vacances de printemps, il va y avoir quelques adaptations qui touchent à la fois Saint-Loup-le-Char et à la fois le quartier des Dumones. Mais on ne va pas revoir effectivement tout le réseau. Alors évidemment, chacun voudrait avoir un arrêt de bus devant chez soi, enfin plutôt devant chez le voisin, parce que c'est toujours gênant devant chez soi, pour pouvoir profiter de cette mobilité, sauf qu'il faut bien comprendre qu'on ne peut pas couvrir l'ensemble de la ville. Il y a des secteurs qui sont beaucoup plus fréquentés, notamment tout ce qui est lié aux administrations, tout ce qui est lié aux écoles, mais pas uniquement. Et puis qu'il faut trouver toujours la bonne adéquation entre le coût, finalement, le coût de la prestation, de l'exploitation, et puis le service rendu. Et bien évidemment que si on veut faire passer les bus dans toutes les rues de Bourges, ça n'aura pas forcément le même coût, et forcément c'est le contribuable qui paiera, même si les recettes rentrent en compte, les recettes de l'achat de billets et de justificatifs de paiement, mais il y a une partie aussi des collectivités qui participent à ce financement et aussi les entreprises qu'on appelle le versement transport. Donc il faut équilibrer tout ça. Et c'est la raison pour laquelle, effectivement, il y a peut-être des secteurs qui ne sont pas forcément desservis. Et malheureusement, là où vous habitez, rue Barbès, pour l'instant, ce n'est pas le cas. Mais bon, peut-être que c'est des points qu'on peut regarder de nouveau en fonction des besoins qui pourraient être exprimés dans la rue dans laquelle vous habitez. Donc, n'hésitez pas à envoyer un courrier ou un email, ou envoyer directement à l'attention du maire ou du président d'Aglobus. Et puis, nous regarderons à l'occasion d'une prochaine modification, l'éventualité et l'opportunité surtout d'amener une ligne de bus rue Barbès. Une nouvelle question issue de la session précédente de Ricardo. Pour quand est la rénovation des bâtiments qui sont derrière le magasin Leclerc ? Alors ça, c'est une très bonne question. Je ne sais pas vous répondre précisément. Ça fait partie, je dirais, du plan que... Alors,
pour être simple, vous savez sans doute que Bourges Habitat et l'Office public ont fusionné depuis le 1er janvier 2018. En conséquence de quoi on s'inscrit dans un plan de CG2LS. Alors, je ne veux pas être trop technique, mais c'est une aide, on va dire, financière conséquence des services de l'État, pour faire simple, et pour l'ensemble du parc du nouvel office ainsi constitué. Il est prévu sur une période d'une quinzaine d'années de 55 millions d'investissements, pour lequel l'agglomération, la ville de Bourges, finance aussi en partie. Et donc, ce plan, moi, je n'ai pas la connaissance précise. Vous imaginez que sur 15 ans, on ne connaît pas forcément ce qui va se passer, par exemple, la 13e année. Mais ces bâtiments, en tout cas, sont prévus dans le cadre de réhabilitation dans ce plan en fait, de rénovation, de réhabilitation. Je ne sais pas vraiment précisément vous dire quand ça sera fait, mais en tout cas, c'est bien pris en compte dans le plan. Une question de Francky qui signale que le radar de la route de Paris est scotché depuis plus de 3 semaines. Est-ce normal ? S'il est scotché, c'est pas bien, normalement. Alors, soit c'est la volonté, je dirais, des services de l'État peut-être pour des raisons de panne, j'en sais rien, qui ont décidé de ne plus le mettre en fonctionnement. Soit c'est un blagueur, un blagueur ou quelqu'un qui est un anti-radar qui a mis du scotch dessus, auquel cas, je pense qu'il faut le signaler au service de la préfecture, à la police nationale. Et on me dit que c'est un cas identique boulevard Gambetta. Donc voilà, mais là aussi, n'hésitez pas à solliciter la police nationale sur le sujet. Parce que si c'est, je dirais, une blague ou quelqu'un qui veut porter atteinte, si j'ose dire, au radar, il faut le signaler rapidement de manière à ce que les services de l'État puissent intervenir. En tout cas, ce n'est pas la responsabilité ni de la ville ni de l'agglomération. Alors, une question de Marc. Avez-vous des premières idées concernant la revitalisation du centre-ville avec le plan Mézard ? Oui, les idées ne manquent pas. Vous savez, c'est toujours pareil. Il y a les idées, puis ce qui est possible de faire. En tout cas, sachez qu'on va remettre notre dossier d'une façon structurée et avec des estimations financières avant cet été. Alors, moi, j'imagine comme ça, mais bon, sans en avoir parlé encore complètement au service, d'en profiter à la fois pour revoir les voiries de centre-ville. Alors, je pense en particulier la rue Coursalon, la place Gordenne, la rue Mirbeau, la rue Pellevoisin, la rue du Commerce, la rue Moyenne, je cherchais le nom et pourtant, et puis la rue de Ron, au moins, mais bon, ça peut aller aussi un petit peu plus loin. Ça, c'est pour rendre, je dirais, réhabiliter véritablement de façon conséquente cette hypercentre qui a été peut-être un peu oublié ces dernières années. En même temps, il y a aussi un projet quant à la revitalisation du commerce. C'est-à-dire qu'en fait, on peut réfléchir à l'aide d'investisseurs de pouvoir racheter on va dire des maisons qui ont au rez-de-chaussée un commerce, de manière à les réhabiliter et pratiquer, je dirais, des loyers plus faibles que ceux d'aujourd'hui, et en même temps réhabiliter l'habitat, parce que le commerce fonctionnera bien en centre-ville aussi si les habitants réinvestissent le centre-ville, et il y a beaucoup de cas aujourd'hui où effectivement les habitants ne souhaitent pas habiter en centre-ville parce que les habitations ou les locations sont pas dignes en fait en quelque sorte, et préfèrent effectivement s'écarter du centre-ville. Donc c'est aussi un sujet important. Voilà, donc on va entamer aussi, donc c'était pas dans le plan, mais je pense qu'on a intégré la réhabilitation de l'îlot Victor Hugo. C'est une annonce qui a été faite il y a déjà quelques mois. Donc les travaux devraient démarrer donc, au deuxième semestre de cette année et se terminer avant le printemps de Bourges l'année prochaine. Donc voilà les grandes pistes. Mais bon, tout ça, les services travaillent dessus. Je n'ai pas eu encore de réunion avec eux pour m'apporter ces éléments, mais en tout cas, j'aurai validé le plan avant l'été. Alors après, il sera présenté à l'automne donc aux services de l'État qui vont valider ou amender, et puis en face de chacune des lignes, on aura mis des coûts estimés, et on verra en fonction de ce que peut apporter le plan Action Cœur de Ville en termes financiers, si la ville, avec ses aides financières, est en capacité de supporter l'investissement. Il faudra peut-être qu'on revoie un peu réduise un peu la voilure,
d'allure. Donc voilà où on en est aujourd'hui. Mais en tout cas, voilà, c'est quelque chose pour lequel on dépense déjà beaucoup d'énergie. On a désigné d'ailleurs un agent spécifiquement sur ce projet-là, qui est dédié sur ce projet-là. Donc vous voyez, on a mis tout en œuvre de manière à bénéficier de ce plan. Une question d'ordre économique maintenant, posée par JP, qui aimerait savoir comment l'agglomération soutient les entreprises berruyères. Oh, c'est une question qui m'est régulièrement posée au chat vidéo. Il y a plusieurs dispositifs. Bon, ça prendrait un peu trop de temps pour que je rentre dans le détail. En tout cas, ce qu'il faut savoir, c'est que le développement économique aujourd'hui est partagé, je dirais, en deux collectivités, la région et l'agglomération, ou les communautés de communes de façon générale. La région apporte un soutien financier, je dirais, justement à ces entreprises qui veulent démarrer ou par rapport aux reprises d'entreprises éventuellement. Et donc l'agglomération, elle, a la responsabilité, on va dire, du mobilier, de l'immobilier plus exactement. Donc les rôles sont bien aujourd'hui séparés entre ces deux collectivités. L'agglomération porte aussi ses actions notamment sur des entreprises, on va dire, innovantes. On a voulu être sur ce créneau-là, donc ça c'est important. Après, nous développons aussi nos zones d'activité économique. Donc, on a fait un bilan hier soir, justement, qui démontre que nos zones d'activité économique sont bien remplies. Elles sont bientôt à saturation. On reste la zone d'activité du Moutet, qui est en deux phases. Donc, la phase 1, c'est là où se trouve, si vous le voyez, la plateforme logistique Carrefour, pour lequel on va très prochainement vendre 5 à 6 parcelles complémentaires leur parc Carrefour à d'autres entreprises qui viennent s'y implanter. Donc là, très rapidement, cette phase 1 va être vite remplie. Et puis, il y a la phase 2 qui se trouve, on va dire, si vous connaissez bien la ville ou ses environnements, c'est au bas de la Gravaude, on va dire ça comme ça, à gauche la nationale 151, quand vous allez sur Châteauroux. Et donc vous avez pu voir qu'il y avait des travaux qui étaient en cours, notamment sur la rocade, là où il y a un radar de chantier qui a priori n'est pas scotché. J'ai pu constater ça hier. Et puis de ce giratoire, il y aura d'ailleurs vous l'apercevez déjà, il y a une voirie qui traverse complètement la zone. Et donc ça sera la séparation entre la phase 1 et la phase 2 du Moutet. Et cette voirie ira jusqu'à la 151 où il y aura prochainement un deuxième giratoire. Et à ce moment-là, on pourra commercialiser cette deuxième partie. Mais il faut aller très vite sur nos zones d'activité parce que, souvenez-vous, si on prend l'échangeur de l'autoroute, tout ce secteur du Moutet, de la voie romaine et même de Beaulieu, il y a une quinzaine d'années, il n'y avait quasiment rien. Et 15 ans, c'est pas très loin finalement. C'était 2003. Et c'est pour ça qu'il faut anticiper sur de nouvelles zones d'activité. Et c'est un bénéfice qu'aurait justement le deuxième échangeur d'autoroute, parce qu'on sait qu'à partir du moment où il y a échangeur, il y a un développement de zones d'activité autour. Donc, projet de deuxième sortie d'autoroute, si c'est entre 7 et 10 ans, vous voyez, ça va correspondre, à mon avis, à la saturation de la phase 2 de la zone d'activité du Moutet. Et donc, il sera temps d'aménager effectivement cette nouvelle zone d'activité. Donc, voilà toutes les actions. Alors, il y en a plein d'autres, mais je ne veux pas monopoliser mon temps de parole, comme on dit parfois. Et si vous voulez avoir beaucoup plus d'éléments, n'hésitez pas à rencontrer les services de l'agglomération, les responsables du développement économique et de l'enseignement supérieur, et éventuellement mon premier vice-président, Aymar de Germay, qui est en charge notamment de tout ce qui est le développement économique. Une question de Joseph. Nous venons de nous installer sur Bourges il y a 9 mois. Avez-vous une chaîne télé locale pour suivre les actualités de Bourges ? La réponse est non. En fait, c'est plus tellement d'actualité. C'était un peu la mode il y a une quinzaine d'années. C'est plus du tout d'actualité. Mais par contre, on a un outil qui est extrêmement bien, qui vous permet de suivre l'actualité de la ville. C'est la Web TV de Bourges, sur lequel vous trouvez des tas d'informations, des vidéos, le chat vidéo par exemple que vous regardez en ce moment. Donc voilà, nous contentons effectivement de partager l'actualité de la collectivité, à la fois sur la ville et l'agglomération, d'ailleurs à travers des petites vidéos notamment, que vous pouvez consulter à la fois sur les pages Facebook, sur les réseaux sociaux, et puis à la fois sur les sites internet des collectivités. Une question de Paul. Avez-vous des nouvelles concernant le bus à haut niveau de service ?
Oui, c'est un sujet qu'on a révoqué en comité syndical il y a une dizaine de jours de mémoire. Donc on va réaliser des études complémentaires. Aujourd'hui, bon, c'est un investissement qui est très lourd, et qui sera essentiellement porté par Aglobus, mais qui dit Aglobus dit aussi collectivité, et comme l'ensemble, je dirais, des aménagements, parce que les coûts sont surtout dus aux aménagements de voiries et de trottoirs, sont portés essentiellement par la ville de Bourges. Donc peut-être qu'on va probablement réaliser ça en 2 temps, peut-être une première partie où on aménagera des voiries sans passer par le bus au niveau de service. C'est-à-dire qu'on revient sur les deux pôles d'échange. Aujourd'hui, le pôle d'échange, il n'y en a qu'un, c'est la Nation. L'idée, c'est de partager, supprimer celui de Nation et partager en 2 pôles. Un pôle qui se trouvera à la gare et un pôle qui se trouvera à Place de l'Europe, à hauteur de Sérocourt. Donc tout ça seront des aménagements qui seront réalisés donc, dans les années qui viennent. Donc on passera déjà par ce principe-là. Et puis on a un peu abordé le BHNS, quand vous regardez le changement d'organisation qui a eu lieu depuis la rentrée scolaire dernière, les lignes A, B, C, je dirais sur un certain tronçon, le fait qu'elles se croisent au même endroit permettent effectivement une fréquence de passage de bus qui est assez importante. Donc c'est ça aussi le bus au niveau de service, on ne raisonne pas en vitesse, mais on raisonne plutôt en fréquence. Voilà, mais ça, c'est un projet qui devrait, à mon avis, déboucher d'ici 4-5 ans. Alors, la question suivante nous vient de la session précédente. Elle est posée par Laetitia. Quels sont les projets qui vont voir le jour suite à votre rencontre avec la délégation australienne ? Écoutez, rien n'est signé encore aujourd'hui. Je me déplace en Australie fin mai, pour tout vous dire. Donc on va poursuivre effectivement nos concertations. On doit signer une convention à l'occasion du salon Eurosatori qui a lieu au mois de juin en présence de nos amis australiens. Et je sais que déjà il y a des échanges qui ont lieu entre les entreprises du territoire et des entreprises australiennes pour déjà partager un peu les marchés de part et d'autre de nos territoires et voir les capacités des uns et des autres à travailler ensemble sur des projets, des marchés communs. Une question de Marion. À quoi peuvent servir les bâtiments abandonnés derrière l'INSA et l'IMEP ? Cela n'est pas très beau alors qu'ils pourraient servir à divers usages. Oui, alors sauf que ces bâtiments sont en mauvais état, donc on est en train de chiffrer la déconstruction et la dépollution de ce site-là. Alors sur ces bâtiments et les terrains qui se trouvent à proximité, on devrait avoir ces chiffrages d'ici la fin de l'année. La question se posera de savoir s'il vaut mieux déconstruire complètement pour reconstruire des bâtiments ou réhabiliter les bâtiments existants. Donc ça, c'est important qu'on ait ces éléments chiffrés. Après, c'est des secteurs qui sont ouverts à des entreprises, comme tout le secteur de Layton d'ailleurs. Vous avez, si vous voyez derrière le bâtiment de la salle d'armes, vous avez un immense espace disponible. Donc là, on va déjà mettre en vente des parcelles, en attendant même que les voiries, la réalisation des travaux qui sont prévus, c'est-à-dire une voirie qui viendra desservir en parallèle ce secteur-là. Voilà, donc ces bâtiments aujourd'hui, on se pose la question, faut-il les déconstruire ou faut-il les garder pour les réhabiliter? Mais vous savez, la réhabilitation coûte très cher. Parfois, il vaut mieux raser et reconstruire des bâtiments qui auront aussi des avantages de respecter les normes environnementales présentes ou futures. Une nouvelle question de la session précédente de Cécilia. J'ai l'impression que l'eau du robinet à Bourges n'est pas bonne. Pouvez-vous m'en dire plus sur la qualité de celle-ci ? Écoutez, l'eau est très bonne d'ailleurs, en fait, et depuis des années. Écoutez, j'en ai bu encore à midi, donc je suis plutôt en bonne santé. Ce sont des a priori, souvent que les gens disent non, moi, je vais acheter de l'eau en bouteille parce que l'eau du robinet n'est pas bonne. Ce n'est pas du tout le cas de l'eau de la ville de Bourges. Alors pourquoi ce n'est pas le cas? Parce que même si à un moment donné, l'eau qui était captée sur le territoire était un peu trop chargée en nitrate, donc ça s'explique par les exploitations agricoles qui sont en proximité des champs captants. Il y a à peu près une vingtaine d'années, je situe à peu près une vingtaine d'années, il a été réalisé une conduite très importante qui vient récupérer de l'eau de la Loire pour l'amener sur notre territoire et de manière à ce qu'un mélange soit fait entre l'eau de champs captants et l'eau de la Loire
de manière à ce que la qualité de l'eau du robinet soit bonne, et c'est le cas, il y a des contrôles qui sont faits régulièrement, donc je vous engage à en consommer, et on peut le dire sans modération. Une question de Jeff. Vous aviez dit que l'autorisation de grande surface s'arrêterait. Il n'empêche que le Lidl de Pignou va fermer puisqu'il va aller s'installer un plus grand à côté des cinémas et palais des sports. Que comptez-vous faire pour ne plus laisser les quartiers mourir ? Écoutez, sur les surfaces, j'ai été assez clair, hein. J'ai pris un moratoire donc, au mois d'octobre pour interdire jusqu'à la fin du mandat au moins l'implantation de surfaces alimentaires complémentaires et donc jusqu'en 2020, sauf que les projets dont vous parlez, et puis d'autres, hein, parce que peut-être d'autres me parleront de Leclerc, sont des projets qui ont été, on va dire, initiés avant cette prise de décision. Donc voilà, tout ce qui est parti, si j'ose dire, tout ce qui est dans le tuyau, ira au bout, pourra aller au bout, mais à partir de la date je crois que c'était le 3 ou le 4 octobre de mémoire, il n'y aura plus d'autorisation d'implantation notamment de surfaces alimentaires dans le secteur. Et puis je voulais préciser une chose, hein, c'est qu'aujourd'hui, à l'heure où on parle, Lidl n'est pas implanté encore sur la zone du Prado, d'une part, et puis d'autre part, la conséquence, c'est que le Lidl de Pignou n'est pas fermé non plus, hein. J'y suis passé encore il y a quelques jours, donc voilà, donc peut-être que les choses arriveront au stade où on en est aujourd'hui, même si les choses sont engagées. Vous savez, tant que je suis bien placé pour le savoir, hein, tant que les projets ne sont pas terminés et engagés, il faut être toujours très prudent. Une question de Tariq. Est-ce qu'il a été décidé où serait construit le centre aqualudique ? Non, il n'a pas été décidé encore où est-ce qu'il aurait lieu. On sait que ça sera sur un des 3 terrains que nous avons, enfin espaces fonciers que nous avons identifiés à proximité du plan d'eau, mais aujourd'hui rien n'est arrêté. Une nouvelle question de la session précédente, elle est posée par Tristan. Concernant le budget faramineux de la rénovation et de l'agrandissement du Palais des Sports, vous m'aviez dit qu'il était apte à recevoir de nombreux événements. À ce jour, le Palais d'Oron officie toujours et le Palais des Sports n'a accueilli que très peu d'événements hors match des tangos. Cet investissement est-il toujours jugé judicieux ? Alors même s'il n'était pas judicieux, en tout cas il est là. C'est une chose, c'est une décision qui a été prise au mandat précédent, et puis après il faut l'assumer, en tout cas moi je l'assume. Aujourd'hui je trouve que vous êtes un peu sévère, hein. Il y a beaucoup d'activités. Je salue une fois encore Nathalie Bonnefoy pour toute l'énergie qu'elle met justement à amener de nouvelles activités dans le Palais des Sports dès lors qu'il est disponible, parce que évidemment le Tango Bourges Basket est prioritaire, ça me semble évident. Mais voilà, je veux simplement rappeler, j'en oubliais, le championnat du monde d'escrime junior qui a eu lieu il y a 3 ans maintenant. Il va y avoir un combat de boxe, un combat de boxe international qui va avoir lieu début juin, je crois, de mémoire. Il y a d'autres événements qui sont prévus, enfin qui sont en discussion. Dès qu'on a des disponibilités et des opportunités, nous faisons tourner ce Palais des Sports. Donc voilà, on en est. Moi, l'engagement que nous avons pris à l'époque, je crois qu'il est toujours d'actualité. Dès qu'on peut obtenir des engagements, et une fois encore, Nathalie Bonnefoy œuvre notamment avec ses nouvelles responsabilités au niveau national, à faire en sorte que Bourges soit reconnue comme une ville sportive, et ça on le sait, mais en tout cas en capacité de recevoir des grands événements, que ce soit le basket ou d'autres sports en l'occurrence. Une question d'Adrien. L'état des routes dans Bourges est vraiment catastrophique. Que comptez-vous faire ? Tout simplement faire en sorte de les réparer et en sorte de les réhabiliter. Donc c'est ce que nous faisons depuis des années, tous les ans. On consacre à peu près 1,5 million tous les ans pour réhabilitation des trottoirs et des voiries. Donc sans parler des réhabilitations complètes, hein, comme c'était le cas de la rue de Lasnay que nous avons refait complètement au début de ce mandat, de la rue Loumalet, donc qu'on évoquait tout à l'heure, qui sera refaite donc, sur l'exercice 2018 et l'exercice 2019. Et puis des programmes de réhabilitation. Voilà, il faut savoir qu'aujourd'hui, on a 250 km de voirie à Bourges. C'est la distance entre Paris et Bourges. Donc c'est long. Et puis en termes de trottoir, c'est le double, hein, par définition. Et donc effectivement, avec 1,5 million, on a l'impression que ça fait une somme importante. Oui, c'est une somme importante, mais en tout cas,
Moi, je suis toujours frustré en disant on met des sommes importantes et finalement on a l'impression de ne pas faire grand-chose. Mais voilà, il faut faire avec nos moyens et progressivement, il faut qu'on avance sur ce sujet-là. Mais bon, on a tendance à oublier que certaines routes ont été réhabilitées. Je pense sur ce mandat-là, l'avenue Saint-Amand, notamment, qui me vient à l'esprit. Qu'est-ce qu'on a fait aussi? Si, requalification, en même temps, on a fait la rue Émile Martin, oui, tout à fait. Enfin bon, il y en a bien d'autres, donc il ne faut pas oublier. On a tendance à oublier ce qui a été fait. Mais on continue. Là, on a un programme de réhabilitation qui est prévu sur 2018. Je ne l'ai encore pas arrêté. Donc, normalement, les services m'avaient promis de me faire une proposition pour le 15 avril. Donc on est en retard d'une journée, je crois. Mais en tout cas, dans quelques jours, le programme sera défini pour l'année 2018. Alors, Pierre voudrait savoir s'il y aura un réaménagement du square Bir Hakeim qui semble abandonné. Oui, c'est vrai que, et surtout c'est d'autant plus vrai aujourd'hui qu'on est au printemps et que les herbes commencent à pousser, donc j'ai vu ça encore tout à l'heure. Oui, ça fait partie des propositions. Maintenant, une fois encore, il faut prioriser, c'est-à-dire que est-ce qu'il faut prioriser des espaces fonciers comme ces places-là, ou est-ce qu'il vaut mieux, pour des raisons de sécurité, refaire des rues? Donc tout ça, c'est une question de priorité. Mais je suis d'accord avec vous que ce square nécessiterait d'être refait. Ça fait très longtemps que j'y pense, mais pour l'instant, ça n'a pas été une priorité. La prochaine question de Cortot, qui a entendu qu'il y allait y avoir des modifications en ce qui concerne les places payantes de Bourges. Il voulait donc connaître les changements et quand seront-ils effectifs? Alors sur les places payantes, les changements ont eu lieu déjà depuis le début de cette année. Donc vous avez les nouveaux tarifs, à la fois les tarifs de parking ouvragés, ce qu'on appelle parking ouvragé, soit des parkings souterrains, soit des parkings aériens. Donc je tiens à signaler que les tarifs ont baissé au 1er janvier de cette année. Et puis les tarifs de voirie, en fait, où les nouveaux ordinateurs ont été mis en place, en veillant à un équilibrage, je dirais, du paiement entre les parkings ouvragés et les voiries de proximité. Et la seule nouvelle décision qu'on proposera au prochain conseil municipal, c'est de faire en sorte que les stationnements sur voirie ne soient plus payants de 17h à 19h tous les jours de la semaine. La question suivante est posée par Justine. Que pensez-vous des soucis aux urgences de l'hôpital? Avez-vous des solutions pour réduire tous ces problèmes que rencontre notre ville face à la pénurie de médecins, urgentistes? Écoutez, si j'avais des solutions, je pense que d'autres maires d'autres villes qui connaissent les mêmes problématiques les auraient appliquées, et donc c'est vraiment qu'on les aura appliquées. Donc c'est pas aussi simple que ça. Pour être simple, la problématique, je pense, des urgences aujourd'hui au centre hospitalier, et j'en profite pour saluer le travail énorme que fait tout le personnel hospitalier, à la fois aux urgences, mais aussi ailleurs dans d'autres services. Un travail de qualité, de présence auprès des publics qui sont en souffrance, va se résumer, on va dire, en 2 points. J'en trouverai peut-être un troisième. Vous l'avez dit, une première chose, manque de médecins de ville, manque de médecins dont la conséquence fait que, à un moment donné, quand on n'a plus de médecin et puis qu'on n'est pas bien, on s'oriente sur les urgences, parce que là, on sait qu'on trouvera forcément quelqu'un. En plus, le mode de vie des médecins, et c'est tout à fait respectable d'ailleurs au demeurant, n'est plus celui que, je ne sais pas quel âge vous avez, mais en tout cas celui que j'ai connu quand j'étais gamin, où vous pouviez appeler le médecin de famille 7 jours sur 7, 24 heures sur 24, et il se déplaçait. Aujourd'hui, le médecin ne fonctionne plus comme ça, et il a légitimement d'ailleurs besoin de prendre des vacances, besoin de prendre des week-ends, peut-être besoin de prendre des journées en semaine. Ça, c'est un mode de vie qui est conforme à l'évolution de la société. Et la conséquence de quoi? Le fait de ne pas avoir plus de médecins quand les médecins partent, se traduit par une saturation, et donc de ne plus avoir ce service de médecine de ville, et en conséquence, il y a un afflux de patients qui arrivent aux urgences. Alors après, il y a les vraies urgences et celles qui ne le sont pas. C'est ça aussi la problématique, c'est que
Alors, je sais qu'on n'aime pas trop quand je dis ça, mais parfois, certains patients viennent aux urgences pour de la bobologie, et à côté de ça, vous avez véritablement des vraies urgences, et c'est ce qui devient aussi un problème. Deuxième élément, aussi le manque de médecins au centre hospitalier, notamment au service des urgences. Il faut savoir qu'aujourd'hui, il y a un fort quota de médecins urgentistes au centre hospitalier de Bourges, au centre hospitalier Jacques Coeur, qui sont des intérimaires. Et donc, par conséquent, eh bien, un intérimaire, il peut partir du jour au lendemain, ce qui arrive parfois. Donc, vous imaginez la gestion des médecins aux urgences, c'est juste trop compliqué. Et en même temps, une autre conséquence, c'est une conséquence financière, parce que un intérimaire coûte forcément plus cher qu'un médecin, parce qu'il faut évidemment lui payer finalement ses vacances, puisqu'il ne prend pas de vacances. Et donc tout ça fait en sorte que le coût du centre hospitalier augmente. Donc oui, les choses sont complexes. Alors, comment résoudre ce problème? Effectivement, c'est pas dans les compétences du maire ou président de l'agglo, mais malgré tout, nous avons reçu avec le président du conseil départemental il y a quelques semaines le doyen de la faculté de médecine de Tours, et nous avons eu aussi une conférence il y a un mois de ça aussi de l'ancien doyen. En fait, on s'aperçoit qu'il y a une augmentation du numerus clausus qui a eu lieu en France en 2007. Et de 2007 à 2017, il y a eu 30% de médecins en plus sur le territoire français. Mais si vous regardez ce qui s'est passé sur la région Centre-Val de Loire, c'est une augmentation de 1,25% du nombre de médecins. En fait, les médecins vont ailleurs. Et alors, pas forcément que dans le sud, hein. On a aussi cette image en disant qu'ils vont tous dans le sud. Non, pas forcément. C'est aussi dans l'est de la France, c'est autour de Strasbourg, c'est aussi en Bretagne. Mais en tout cas, on a une grande région centre, mais pas la région administrative Centre-Val de Loire, bien au-delà, qui est vraiment dépourvue de médecins. Et ça, je pense que le législateur devrait intervenir en obligeant peut-être, alors je sais que c'est compliqué parce que les syndicats d'internes sont très forts pour faire suffisamment de lobbying, mais peut-être imposer à des internes de venir, à la fin de leur internat, de venir intervenir en fait sur des secteurs justement qui sont en désertification médicale. Je pense qu'ils doivent bien ça, alors peut-être pour 2 ans, pour 3 ans. Pourquoi ils doivent bien ça? Parce qu'aujourd'hui, je dirais le coût de la formation d'un médecin ne coûte rien à l'étudiant. Sur l'aspect logistique, s'ils ont un logement à prendre, bien évidemment, il faut qu'ils se nourrissent. Mais en tout cas, l'enseignement est gratuit. Ce qui est juste exceptionnel en France, hein, par rapport à d'autres pays. Donc je pense qu'en retour, à minima, par rapport à ce que finalement verse l'État pour ses formations à ses étudiants, il devrait y avoir un retour. Et peut-être que parmi les internes qui viendraient donc, après leur formation, alors ils resteraient peut-être pas tous sur le territoire, mais tant bien même qu'on en capte 10 ou 15%, ça permettrait de résoudre, je pense, en partie ce problème. Donc, et puis il faudrait aussi que dans l'affectation aussi des internes, il y en ait peut-être un peu plus sur nos départements qui sont aussi un peu oubliés, hein, puisque l'Indre et le Cher sont logés à la même enseigne, et puis qu'on n'a pas suffisamment d'internes à la fois, notamment au centre hospitalier, et les internes, pour la majeure partie, restent autour de leur faculté, ils restent au CHU de Tours, et c'est un peu dommage, d'ailleurs, ce que disent les doyens, c'est un peu dommage, parce qu'en fait, la pratique de la médecine dans un CHU, c'est bien, mais ce n'est pas le reflet de toute la médecine sur le territoire. Et il faudrait aussi peut-être contraindre à ce que ces internes aillent dans des centres hospitaliers aussi, qui ne sont pas des CHU, et qui permettraient, d'avoir des pratiques peut-être encore différentes, et ça participerait à la formation des médecins. Donc voilà, je fais un long plaidoyer sur la médecine. Je n'ai pas de réponse immédiate, en tout cas, ce n'est pas dans mes compétences, mais c'est un sujet dont les législateurs devraient vraiment prendre en considération, parce que je suis très inquiet pour les territoires. Une fois encore, évidemment, je vais défendre le territoire de Bourges et du Cher, mais pas que, parce que beaucoup de départements sont dans la souffrance sur ce sujet-là. Et faut rappeler que les soins, les soins médicaux sont un devoir, hein. Chaque individu, chaque Français a le droit aux soins, c'est un droit, donc il faut veiller à respecter ce droit. Une question de Bastien. Je suppose que vous êtes impatient de l'arrivée du printemps de Bourges. Pouvez-vous nous dire les nouveautés mises en place par la ville durant le festival?
Oh, la ville, mais rien de nouveau, hein. Finalement, l'organisation du printemps de Bourges, c'est le printemps de Bourges qui le fait, hein. Donc, on ne fait absolument pas d'ingérence dans la gestion du printemps de Bourges, hein. C'est de sa responsabilité. Maintenant, je pense que vous allez avoir des nouveautés, mais pour ça, pour les connaître, déplacez-vous. Mais en tout cas, voilà, pour la ville de Bourges, on va dire les prestations sont rigoureusement identiques. La question suivante est posée par Hugo. J'ai lu dans le Berry républicain que la place Cujas allait subir un gros lifting. Quels sont les principaux changements? Il ne faut pas croire tout ce que dit le Berry républicain, même si je sais que ce journal quotidien est très sérieux. Bon, je parcours le Berry, mais ça m'a un peu échappé, donc je n'ai pas connaissance que... alors c'est un vieux projet, ça, hein, le parking Cujas. Je pense que tout le monde voudrait que le parking Cujas devienne un jour une place centrale de la ville. Bon, c'est plus compliqué que ça, surtout parce que ce parking aujourd'hui est utilisé. Il est très soutenu par les commerçants, c'est le moins qu'on puisse dire, même s'il ne possède que 220 places, donc ce n'est pas un parking immense. Mais voilà, il n'y a pas de projet aujourd'hui. Il y en a eu il y a quelques années, hein. Il était même question de faire un parking souterrain, cet endroit-là, et puis d'avoir une liaison souterraine entre ce parking-là et Avaricom. Avaricom qui n'existait pas, enfin qui a existé en tant que place, mais qui n'était pas le centre commercial qu'on connaît. Bon, après, devant les coûts et surtout les fouilles archéologiques qui, à cet endroit-là, sont acquises, voilà, le projet a été éteint. Donc voilà, mais je pense que très sincèrement, si on met à part ce problème de stationnement, je pense que le parking Cujas nécessiterait effectivement que ce soit une place de ville aménagée. J'étais pas plus tard que ce matin à l'École nationale des Beaux-Arts et le directeur ouvrait une fenêtre et me disait regardez, monsieur le maire, cette place, on pourrait en faire quelque chose de bien. Je dis oui, puis je lui apportais les mêmes réponses que je vous ai apportées à l'instant. Alors, une question de André. Qu'est-ce qui est ressorti de cette première réunion Demain, Bourges, Trajectoire 2050? Plein de choses. D'abord, en fait, il y avait beaucoup de monde, hein. C'était près de 200 personnes qui étaient présentes. Donc là, ça montre l'intérêt des verrouillés et des non-verrouillés de participer à ce genre de réflexion. Ça a permis aussi, au moins 3-4 heures durant, parce que ça a duré quand même assez longtemps, à des gens de se rencontrer, des gens qui ne se connaissaient pas, parce qu'il y a eu un mélange qui a été fait. Donc ça a permis aussi des échanges. Et aujourd'hui, au stade où on en est aujourd'hui, c'était de donner des premières pistes, notamment sur comment on souhaiterait notre ville demain, quels sont ses points forts, quels sont ses points faibles. Enfin, il y a eu des questionnements de ce type-là. Donc, il y a une synthèse qui doit être réalisée, qui doit être en cours de réalisation, d'ailleurs, par le cabinet qui nous accompagne. Et bon, sans doute des grandes familles seront sorties par rapport aux premières réflexions. Et puis il y a une deuxième séance, alors donc j'avais plus la date, mais on ne va pas tarder à me la communiquer. C'est ce jeudi-là, hein, au Palais de Ron. Alors c'est au Palais de Ron, hein, attention, c'est pas au Carré de Ron. J'en profite pour dire qu'il y a un changement de lieu. C'est au Palais de Ron, donc c'est jeudi. Je ferai l'intervention d'ailleurs, en l'occurrence, c'est à 18h. Alors soyez bien là à 18h. Pourquoi vous soyez bien là à 18h? Parce que j'ai un peu râlé, pour tout vous dire, à la séance précédente, parce que le rendez-vous était à 18h et on n'a pas démarré avant 18h30. Alors je suis très ponctuel et pointillé sur les horaires, parce que vis-à-vis des gens qui arrivent à l'heure, c'est dommage qu'on attende ceux qui sont en retard, même s'ils ont des bonnes raisons en l'occurrence. Donc, parce que le risque, c'est que ceux qui étaient à l'heure, finalement, ils vont arriver en retard en disant c'est pas peine que je vienne à l'heure. Et puis c'est comme ça qu'on perd une heure au démarrage. Donc voilà, 18h, Palais de Ron, jeudi. Une question de Lydia. Pourquoi avoir accepté un Lidl au Prado alors qu'un Leclerc est déjà installé un peu plus loin? Parce qu'on n'accepte pas un Lidl au Prado comme ça. Il y avait une opportunité de Lidl d'implanter une surface à cet endroit-là, parce que je pense que c'est l'étude de Chalandise qui justifie l'implantation de ce commerce ici. Pour rappeler que les terrains occupés à la fois appartiennent au département, hein, où le service des routes est implanté là et le service des routes doit partir, donc le terrain était à vendre.
Donc Lidl est intéressé et donc il l'a acheté. En même temps, Lidl avait besoin de plus de surface, donc il a été négocié avec les propriétaires du Canary pour qu'ils rachètent ce secteur-là. Et puis il y a une commission départementale commerciale qui a eu lieu maintenant, c'était en fin d'année dernière, je ne sais plus, à l'automne dernier, qui s'est réunie et qui sur le premier projet s'est prononcé favorable, mais la commission nationale par contre a fait échouer la décision, enfin est allée à l'opposition de la décision de la commission départementale, pardon, et donc Lidl a revu un projet plus petit, de un peu moins de 1000 m², pour lequel un permis de construire a été déposé. Donc voilà, c'est un choix. Enfin, nous, il faut bien comprendre aujourd'hui, c'est que les collectivités n'ont plus le droit, alors peut-être à tort, mais c'est la législation qui veut ça, de refuser l'implantation d'une grande surface, une surface alimentaire, entre autres, mais pas que sur des arguments qui sont techniques, c'est-à-dire des arguments urbanistiques. Bon, ça c'est le permis de construire, et des arguments environnementaux, notamment sur je prends l'exemple d'évacuation des eaux pluviales du parking, par exemple, je prends cet exemple-là. Donc c'est les seuls critères qui permettent à la collectivité de s'opposer à l'implantation. Dès lors qu'effectivement l'investisseur répond à ces contraintes techniques, il n'y a aucune raison qu'on s'y oppose. Et on a plus ce pouvoir, comme il y a des années, d'exiger, je dirais, l'impact économique de l'implantation, par exemple, d'un magasin de ce type-là dans un secteur. Et ça sera intéressant parce qu'effectivement, le risque, c'est que le développement économique de cette surface pourrait avoir un impact, notamment, vous parlez de Leclerc qui est à proximité. Et ça, aujourd'hui, on n'a plus le droit en tant que collectivité de prendre ces éléments en compte. Ce qui était le cas il y a quelques années. Et je sais que dans le rapport que va présenter notamment le sénateur Pointreau très prochainement, qui a été mandaté par le gouvernement sur cette étude notamment de revitalisation du commerce de centre-ville, c'est une des propositions qui va être faite de revenir, je dirais, à des critères d'autorisation ou d'interdiction, notamment sur les éléments économiques. La question suivante est posée par Charles. Pourquoi depuis quelques années des secteurs pavés ont été supprimés? Cela enlève le charme du Moyen-Âge du centre-ville. Oui, je comprends. Alors d'abord, on n'a pas le droit de faire ce que l'on veut, notamment sur le secteur sauvegardé. Donc on n'enlève plus, enfin en tout cas, depuis très longtemps, des pavés pour y mettre de l'enrobé. Ça, c'est le premier point. Deuxième point, et ça, c'est l'architecte du bâtiment de France qui nous contraint, et ça me paraît tout à fait normal. Maintenant, il y a les aspects techniques. Alors, il y a le côté esthétique, je vous le concède, mais il y a le côté pratique. On a eu, souvenez-vous, à l'époque, des échanges assez vifs par rapport à la réfection de la rue Jacques-Cœur, en fait, notamment, et la place des Quatre Piliers, tout ce secteur-là, où l'ABF de l'époque, l'architecte des bâtiments de France, vous a imposé de remettre des pavés, on va dire, à l'ancienne, sauf qu'évidemment, on a eu l'association des paralysés de France qui sont montés au créneau à juste titre, puisqu'en fait, imaginez quelqu'un dans un fauteuil roulant, et donc je l'ai pu le vérifier, rouler sur ces pavés, c'est juste impossible. Si vous regardez aussi sur ce secteur-là, des parents avec un enfant dans une poussette, c'est juste impraticable dans la mesure où les roues se mettent dans les interstices des pavés. Et puis, alors moi je mets plus de talons hauts depuis très longtemps, mais une femme avec des talons hauts, c'est des secteurs juste impraticables. Donc il faut à chaque fois trouver le côté, le bon ratio entre l'esthétique et puis le pratique. Alors c'est pour ça que quand on a notamment réhabilité tout l'environnement d'Avaricom, et puis une partie de l'intersection de la rue Porte-Jaune et puis de la rue Coursalon, nous avons mis ce qu'on appelle des pavés sciés, donc qui donnent un bon rendu ancien en fait des pavés, mais en même temps qui rendent les choses pratiques. Donc voilà. Mais en tout cas, on ne peut pas faire ce qu'on veut et on n'est pas aujourd'hui dans une politique d'enlever tous les pavés de la ville de Bourges pour les remplacer par l'enrobé. Une question de Léo. Proposez-vous des jobs pour cet été comme chaque année et quel âge faut-il avoir pour postuler? C'est une très bonne question. Alors la première réponse, oui, on propose des emplois d'été, de moins en moins en tout cas. On privilégie, ce qui me paraît normal, les enfants des
des agents municipaux. Et puis, il peut y avoir de la disponibilité, effectivement, pour les autres. Alors, à partir de quel âge? Je pense qu'à partir de 18 ans, j'imagine. Voilà, on peut travailler en France qu'à partir de 18 ans. Et puis, si vous êtes intéressé, pour vous ou pour votre enfant, n'hésitez pas à faire acte de candidature, mais rapidement, parce que j'ai tendance à dire c'est presque trop tard maintenant. Une question de Ben. Pourquoi avoir déménagé le local de la police municipale à Varicom? Est-ce pour des raisons d'insécurité dans ce coin plus que dans un autre? Non, ce n'est pas pour des raisons de sécurité, c'est simplement parce que la police municipale était depuis des années trop à l'étroit dans ses bâtiments. Ça, c'était la première raison. La deuxième raison, c'est qu'en fait, on augmente aujourd'hui les effectifs de la police municipale, notamment pour aboutir à une brigade de soirée qui devrait être mise en place dès début de l'année prochaine. Et donc, déjà qu'ils étaient serrés, si on rajoute des agents, ça va devenir très compliqué. En plus, le bâtiment était finalement pas très pratique. Un des bâtiments n'était pas très pratique. Et donc là, on a l'opportunité aussi d'avoir cette école à Varicom qui était vide et de pouvoir réhabiliter ce bâtiment de manière à pouvoir transférer à la police municipale qui souhaitait rester en centre-ville. Donc, en l'occurrence, ça répond complètement. Ça va permettre aussi, d'une façon plus pratique, de pouvoir stationner les véhicules. Et puis, en même temps, il y a aussi une opération financière parce que le bâtiment, nous allons pouvoir, bâtiment actuel, qui est utilisé par la police municipale actuelle, nous allons pouvoir le remettre en vente, ce qui devrait pouvoir couvrir les investissements que nous allons faire sur l'école à Varicom. Donc, voilà les raisons, tout simplement. Une question de Dean. Quand la friche industrielle Rosinox au Moulon va disparaître? Et la réhabilitation des trottoirs et rues est prévue pour quand dans ce quartier? Alors sur la friche Rosinox, donc là, nous avons reçu les responsables en début de cette année. Donc en fait, ils ont proposé à l'agglomération ce site, sauf qu'avant de proposer à l'agglomération, il faut qu'ils déconstruisent et qu'ils dépolluent le site. C'est une obligation maintenant d'un propriétaire. Il doit rendre le site, on va dire, propre. Et donc nous étudions, alors on n'a pas d'offre de prix, mais nous étudions cette possibilité que l'agglomération rachète ce secteur, ce qui permettrait d'avoir une surface importante. On ne se rend pas compte, mais c'est une surface importante. Et ce qui permettrait d'avoir une continuité, j'irais la continuité de Comitech en fait, qui démarre rue de la Gare de Marchandises et ça permettrait d'agrandir cette zone d'activité économique. Donc voilà où on en est dans le secteur. Écoutez, moi comme je disais tout à l'heure, j'ai pas le programme de réhabilitation des rues que nous allons faire notamment cette année et encore moins ceux de l'année suivante. Bon, le secteur n'a quand même pas été complètement abandonné parce que c'est un secteur qui a bénéficié du plan de renouvellement urbain, surtout le secteur de la rue Félix Chelin, le secteur Comitech, la rue de la Santelou, qui ont été aménagés avec piste cyclable. Enfin bon, beaucoup de choses ont été faites dans ce secteur-là. Alors moi, vous me parliez de l'autre côté, du côté de Tavernier, enfin bon, après il faudra me préciser un peu les secteurs, mais en tout cas, le quartier n'a pas été abandonné, une fois encore, parce qu'il a beaucoup bénéficié du plan de renouvellement urbain. Mais il reste, si vous le dites, sans doute, vous avez raison, il reste sans doute beaucoup à faire. Une nouvelle question de Jeff. Concernant le deuxième diffuseur autoroutier, sur quel concessionnaire sera-t-il? L'APRR ou Cofiroute? Et qui paiera? C'est Vinci aujourd'hui qui est sur ce secteur-là. Donc c'est eux qui réalisent les études aujourd'hui d'impact et de pertinence. Et la deuxième question, combien ça coûtera? Là, ça, je ne peux pas vous le dire encore aujourd'hui. Ce qu'on sait, c'est que Vinci prendra à sa charge la sortie d'autoroute, la barrière de péage, et toute la voirie qui amènera jusqu'à la rocade, et les traversées en fait, des différentes routes sera à la charge des collectivités, donc le département, l'agglomération et puis probablement la communauté de communes de Meun-sur-Yèvre. Mais bon, aujourd'hui, on n'est pas à un stade de savoir ce que ça coûte. Forcément, il faudra bien qu'on le sache à un moment donné, mais on est d'abord sur l'étude de pertinence. Donc, il faut passer les étapes les unes après les autres. Alors, la prochaine question nous est posée par Jean. L'immeuble Cujas va-t-il être racheté par la ville de Bourges? La réponse est non. La question suivante est posée par Lydie qui voudrait savoir pourquoi le centre commercial de Cap-Nord est-il laissé à l'abandon? Ça, c'est une vieille histoire, en fait, une histoire très compliquée. Pour rappel, c'est que le traitement du centre commercial Cap-Nord devait être traité dans le cadre du plan de renouvellement urbain qui se termine cette année, celui qui a été signé en 2005. Il y a eu des projets à l'époque qui avaient été réalisés, mais des projets qui ne correspondaient pas du tout à l'attente des commerçants et en même temps qui avaient un coût
prohibitif. Donc, il a été sorti du plan de renouvellement urbain. Ce que j'essaie aujourd'hui, puisqu'on candidate sur un nouveau plan de renouvellement urbain, et on me l'avait dit il y a à peu près 2 ans de ça, l'ANRU avait dit vous n'aurez un nouveau plan de renouvellement urbain, que dans la mesure où vous traiterez en priorité le centre commercial Cap Nord. Donc ce sont des négociations qui sont en cours, un peu compliquées entre Carrefour et les Parica, parce que la ville n'est pas propriétaire, et surtout la ville ne veut pas être propriétaire de ce bâtiment-là. Donc nous sommes, c'est géré par un syndic, donc nous sommes, on va dire, pas acteurs directs sur le sujet. Mais en tout cas, on a toujours des discussions en cours pour traiter ce sujet-là, et une fois encore, qui sera la clé du nouveau plan de renouvellement urbain. Donc on a des pistes, mais il faut nous laisser avancer sur le sujet, qui est un sujet très stratégique et compliqué à gérer, notamment avec les différents partenaires, que je mets d'ailleurs entre guillemets, que j'ai cités tout à l'heure. Une nouvelle question de la session précédente de Johnny. Pourquoi n'y a-t-il pas de fast-food dans l'hypercentre, rue Moyenne par exemple? Cela pourrait redynamiser ce dernier au lieu de s'installer en périphérie. Une fois encore, alors je ne sais pas pourquoi il n'y a pas de fast-food en centre-ville. En tout cas, je ne suis pas propriétaire de chaîne de fast-food. Si un investisseur ou une chaîne souhaite s'installer en centre-ville, s'il estime judicieux parce qu'il a une zone d'achandise intéressante, il le fera. Je crois qu'il ne nous attendra pas. Mais voilà, c'est-à-dire qu'il y a peut-être pas suffisamment de demandes pour avoir une offre en face. Là, une fois encore, ce n'est pas la responsabilité de la collectivité. C'est comme ça. Je ne sais pas vous répondre plus que ça. Si vous me posez la question pourquoi il n'y a pas de boucher rue Moyenne, je ne saurais pas plus vous répondre. C'est parce qu'il n'y a pas de boucher rue Moyenne. Pourquoi il y en a 2 rue de Ron? C'est parce qu'il y en a 2. Sincèrement, je ne sais pas répondre. Ça, une fois encore, c'est le commerçant qui décide de s'implanter quelque part parce qu'il y voit pour lui un intérêt, évidemment. Donc voilà, mais peut-être que demain, il y aura un fast-food. J'espère que l'investisseur qui rachètera l'immeuble de Forestine ne commencera pas à faire un fast-food au rez-de-chaussée. Bon, c'est tout. Bon, il fera pas ce qu'il veut, parce que je pense qu'on peut le contraindre, mais en tout cas, voilà, c'est quand même quelque chose que je souhaite. Mais bon, il y a d'autres lieux. Aujourd'hui, il y a suffisamment de surfaces commerciales qui sont disponibles en centre-ville pour que quelqu'un qui veuille lancer une opération de fast-food puisse le faire. Alors une question de Chacha maintenant. Je suis habitante à Bourges, reconnue travailleur handicapé, sans permis depuis peu par la maladie. Je n'ai pas de bus près de chez moi et aucun service ne peut m'aider pour aller travailler et trouver un transport pour me déplacer sur mon lieu de travail. Également, le service handicap peine à être à l'écoute et ne trouve pas de solution. Le service de la mairie et la MDPH également. Bourges peine sur ce domaine du handicap. Que pensez-vous pouvoir faire? Alors sur la première partie de question, donc j'ai répondu. C'était le premier internaute qui a posé la question. Maintenant sur l'accompagnement du handicap, on fait beaucoup, sans doute pas suffisamment. Mais on fait beaucoup. Et alors une fois, là aussi, on ne s'en aperçoit peut-être pas. Je vais prendre quelques exemples. Nous avons initié, enfin j'en étais à l'origine, donc quand j'étais maire adjoint aux travaux, un plan sur plusieurs années, notamment sur les espaces publics, pour aménager les espaces publics, justement pour traiter les personnes en situation de handicap. Ça s'est fait en vraie concertation, notamment avec les différentes associations qui prennent en compte les personnes en situation de handicap, alors qu'ils soient des handicaps physiques, visuels, auditifs ou autres handicaps. Et nous avons parcouru la ville, d'ailleurs c'était très instructif, avec un travail vraiment minutieux qui a été réalisé, puisqu'à chaque problématique qui était rencontrée, il y avait une fiche qui était faite, des photos qui étaient faites, et puis et à chaque fois on a chiffré, donc c'était plusieurs centaines de fiches qui ont été réalisées sur la ville, et on a pu chiffrer les interventions, et ça a permis de définir une enveloppe globale sur 10 ans, et un rapport qui a été remis au service de l'État, dont
on doit réaliser le bilan au conseil municipal une fois par an pour expliquer ce qui était prévu de faire, ce qu'on a fait, ce qui était prévu de faire qu'on n'a pas fait, et ce qu'on a fait qui n'était pas prévu d'être fait. Donc voilà, c'est un document dynamique. Et alors je vais prendre quelques exemples. Des fois c'était très simple, hein, c'était déplacer une poubelle qui est au milieu d'un trottoir. Pour personnes en situation de handicap, je rappelle que la contrainte aujourd'hui, c'est d'avoir sur nos trottoirs, par exemple, un cheminement piéton qui doit faire au moins 1,40 m. Et parfois, on a résolu des problèmes très simples. Et on a mis en place aussi beaucoup de ce qu'on appelle des bateaux, hein, des trottoirs affaissés à l'endroit des passages piétons. Donc ça aussi c'est nouveau. Là, actuellement, on gère aussi tout un programme, ça va être une centaine d'arrêts de bus qui vont être transformés en quais, hein, justement, de manière à ce que les personnes qui sont en situation de handicap physique puissent accéder au bus sans avoir à monter des marches. Donc là, c'est 100 quais sur la ville de Bourges cette année. Donc on a un programme aussi, là aussi c'est une obligation, hein, c'est un plan qu'on a présenté il y a 2 ans maintenant. Donc Aglobus a lancé cette opération et les collectivités participent à ce sujet-là. Donc bon, voilà, c'est ce que nous faisons. Après, dans les bâtiments municipaux, on a aussi un travail important aussi à faire. Donc les choses sont faites, des zones, des aménagements podotactiles aussi pour les malvoyants. On a aussi des agents qui ont appris la langue des signes aussi, hein, depuis quelques années pour assurer les accueils. Voilà, il y a plein de choses qui sont faites dans la ville. C'est peut-être méconnu, peut-être pas assez perçu, et on en a complètement conscience qu'il reste encore beaucoup à faire. Donc, mais voilà, on s'attache quand même beaucoup au handicap. Ça me paraît essentiel. La question suivante, c'est la dernière question de la soirée. Elle est posée par Pauline. Route de Méry-Esbois, la circulation est importante et rapide. Il est dangereux de sortir de chez soi. Pourrait-il être envisagé une solution afin de casser la vitesse ? Oui, alors je vais apporter la même réponse aux questions qui me sont posées dans la rencontre pour Bourges, quand on est sur les Barnum, quand on est en chat vidéo, quand je rencontre les administrés en ville. C'est que face à l'incivilité, à chaque fois on est obligé de trouver une solution technique, ce qui est quand même un peu dommage. Alors des solutions techniques, il n'y en a pas de bonnes, hein. On a testé route de la Chapelle, des chicanes, ça ne convient pas. On met des coussins berlinois en plastique, ça ne convient pas parce que c'est dangereux, ça fait du bruit quand on roule dessus. On essaie d'aménager aussi des coussins berlinois en enrobé, donc là ça a l'air d'aller plutôt mieux. Je crois qu'il y a un moment donné aussi, il va falloir utiliser ce que l'on fait déjà aujourd'hui, hein, c'est la sanction, c'est-à-dire qu'en fait dépêcher notre équipe de police municipale dans ces rues-là, et puis elle est équipée aujourd'hui de cynamomètres, de radars, et puis de coincer, de verbaliser les gens qui sont en excès de vitesse. C'est malheureux d'en arriver là, mais je pense que c'est aujourd'hui la moins mauvaise solution, parce que toutes les solutions techniques, une fois encore, elles ne conviennent pas, puis en plus, elles coûtent de l'argent. Donc, si on peut éviter tout ça, de faire et de défaire, pour des solutions qui ne répondent pas aux attentes, et parfois qui créent une nuisance par ailleurs. Donc, voilà, c'est l'équilibre à chaque fois. Alors, évidemment, quand on requalifie des rues complètement, je parlais tout à l'heure en début de ce chat de la requalification de la rue Loumalet, on va réduire la vitesse des voiries. Ça participe aussi à ralentir la vitesse. Quand on fait ce qu'on appelle des plateaux surélevés à l'intersection, je dirais, des rues, hein. On a ça rue Louise Michel, par exemple, on a fait ça rue de Lasnay aussi. À ces occasions-là, effectivement, on a des outils qui participent à réduire les vitesses. Mais une fois encore, c'est de l'incivilité. Donc, à un moment donné, il faut sanctionner. Moi, je crois vraiment aujourd'hui, il faut changer un peu de méthode. Voilà, donc si j'ai bien compris, c'est la dernière question. C'est ce que m'avait dit Sabine juste avant. Écoutez, je vous remercie d'avoir posé encore toutes ces questions pertinentes. J'espère y avoir répondu. En tout cas, je sais que vous en avez encore plein d'autres questions. C'est pour ça que nous poursuivons donc nos chats vidéo, comme tous les mois. Et puis, je vous donne d'ores et déjà rendez-vous le mois prochain, le jeudi 17 mai, à 19h. Et puis, à cette occasion, n'oubliez pas surtout de me souhaiter ma fête, puisque c'est la Saint-Pascal. Je vous remercie. Je vous souhaite une très bonne soirée. À bientôt. Au revoir.